Il est hors de question que l'école ne soit qu'au service de la bourgeoisie. Il fallait donc la démocratiser, donc la rendre républicaine. Et dans le même élan, les colonies françaises héritent de cette école républicaine-là. Parce qu'il faut se dire que lorsque l'école arrive au Gabon, c'est d'abord une entreprise religieuse et non républicaine. C'est certes une entreprise coloniale, mais particulièrement religieuse, dont les fondamentaux, les objectifs étaient de créer un clergé local. Vous allez vous rendre compte que les premiers intellectuels gabonais sont d'abord les prêtres. Monseigneur Basile Vengon, Monseigneur, comment il s'appelle, Raponda Walker, Lemba Abesolo, tout ce monde-là. Ce sont les premiers intellectuels gabonais parce que les premières écoles gabonaises étaient d'abord des entreprises religieuses, avant de devenir une entreprise purement coloniale au service de la colonisation. Donc en 1905, lorsqu'il y a eu la séparation entre l'Église et l'État, eh les politiques de la métropole s'appliquaient aussi en colonie. Et donc en 1905, on hérite de notre première école laïque et en même temps d'une école en réalité qui n'est pas républicaine. L'école républicaine arrive au Gabon en 1959, lorsque le Gabon est à la porte de son indépendance. Sauf que là, on hérite d'un système de pensée qui ne nous est pas propre. Parce que contrairement à ce que les gens pensent, les Africains avaient un système de pensée, avaient un système de transmission des savoirs. Allez-y lire Nicolas Metegena, lorsqu'il décrit les villages-États, il montre bien qu'on avait un système de pensée, on avait un système de transmission de savoir. Les contes autour du feu le soir, les rites initiatiques, du passage de l'enfance à l'adolescence et tout ça, c'était notre façon à nous de transmettre le savoir. Sauf que, il n'y avait pas, on appelle ça comment? Il n'y avait pas cette façon de transmettre le savoir-là n'était pas sanctionnée par le diplôme, n'était pas sanctionnée par un machin qui permettait, mais n'en demeure pas moins que tous ceux qui étaient formés, on appelle ça comment? Tous ceux qui étaient formés dans ces méthodes-là trouvaient le moyen de s'intégrer dans la société. Il y avait des gens qui étaient spécialisés dans les métiers de la pêche, il y avait des gens qui étaient spécialisés dans les métiers de la chasse, il y avait des gens qui étaient spécialisés même dans le chant, dans la danse, dans le tam-tam. C'est pas n'importe qui tapait le tam-tam, c'est pas n'importe qui dansait, c'est pas n'importe qui animait. Donc, Metegena montre déjà que dans nos sociétés traditionnelles, il y avait déjà une forme ou en fait des méthodes de transmission de savoir. Donc, lorsqu'on hérite de l'école coloniale, on va un peu se détacher de notre manière de faire pour prendre une école dont on ne connaît ni les objectifs, ni les tenants, ni les aboutissants. Parce qu'en réalité, les fondements de l'école coloniale n'étaient autres que, dans un premier temps avec l'école religieuse, former un clergé local, et dans un deuxième temps avec l'école laïque, qui est devenue plus tard l'école républicaine, franciser. Ils n'étaient pas venus nous demander, ils ne cherchaient pas à former les ingénieurs, à former, non. Ils cherchaient tout simplement à franciser et à former une main-d'œuvre, non, les auxiliaires, si vous voulez, même les auxiliaires de la colonie. Donc, ceux qui devaient effectivement venir aider le colon dans certaines tâches administratives. C'était ça les objectifs. Or, lorsqu'on arrive en 1959 et que le Gabon rentre dans sa première république entre griffes en 1960, on a cette école coloniale-là qui avait pour objectif franciser. On avance avec ça jusqu'en 1966 quand Omar Bongo vient revoir la loi d'orientation. La loi d'orientation de 1966, donc la loi 1666, n'est pas très éloignée de l'école coloniale dont on avait hérité, donc de l'école de la politique éducative de Jules Ferry, celle d'ouvrir les portes de l'école à tout le monde, voilà quoi. Mais en réalité, on ne s'était pas posé les bonnes questions. On ouvre les portes de l'école à tout le monde. Est-ce que on a les moyens de cette politique-là? Quels sont les objectifs qu'on veut atteindre et qui veut-on former? On veut former qui? On veut former qui? Le président qui a tenté, mais vraiment qui a tenté de refonder l'école gabonaise, c'est Ali Bongo. Je ne prends pas parti pour lui aujourd'hui, mais la politique d'Ali Bongo était basée sur ce que lui avait appelé le plan stratégique Gabon émergent. Il fallait dans un premier temps reformer déjà l'école maternelle, primaire et secondaire, particulièrement le collège.
Parce qu'un pays comme le Gabon, où on a besoin de main-d'œuvre, mais vraiment technique et professionnelle, il fallait former au maximum des gens qui pouvaient investir les métiers, qu'on va un peu dire, quoi, ce que vous appelez les petits métiers et tout ça là. Et dans le plan stratégique Gabon émergent, bien ceux qui ont lu la loi 21/2011, vous allez voir que la loi 21/2011, les conditions d'une école en adéquation avec les réalités sociales, politiques, culturelles, économiques de nos pays étaient déjà inscrites à l'intérieur de la loi, de la loi 21/2011. Sauf que Ali Ben s'est heurté à un problème d'infrastructure et de moyens. Parce que quand on veut une école efficace, je parle toujours d'école en termes d'institution, au service du développement économique, social et culturel d'un pays, il faut mettre les moyens. Le constat qu'on fait en 2010 aux États généraux de l'éducation et de la formation, c'est que l'école d'Omar Bongo, qui était censée être une école républicaine, n'a jamais été une école républicaine. Il n'y a qu'à regarder les taux de réussite aux différents examens et concours, et particulièrement à l'examen qu'on appelait le baccalauréat. Le taux de réussite au baccalauréat, premier et deuxième tour confondus au Gabon, n'a jamais dépassé 30% de réussite à l'époque d'Omar. C'est la preuve qu'on n'était pas dans une école républicaine. On était dans une école qui avait ouvert les portes à tout le monde, mais qui avait fermé les portes de la réussite. Résultat des courses, c'est qu'on se retrouve à la sortie de cette école-là avec des élèves en situation de retard scolaire qui sont fatigués parce que quand tu as le bac à 27 ans et qu'on te demande d'aller à l'université faire encore la licence, le master et le doctorat, tu comprends que tu es plus, on va dire comment, soucieux de te trouver un emploi que d'aller obtenir un doctorat. Tu es plus soucieux de te trouver un emploi que d'aller obtenir même on appelle ça comment, une licence. Parce qu'à 27 ans, tu as déjà peut-être ta petite amie, tu as déjà peut-être même le premier enfant qui est né quand tu étais peut-être même en terminale pour la jeune fille. Tu as beaucoup de responsabilités. À l'époque d'Omar, on avait verrouillé l'école républicaine au profit d'une école basée sur le mérite. Mais qu'est-ce que ça engendrait? Ça engendrait ce qu'on appelle une entrée par réfraction à l'école. Les gens ont commencé à chercher le carreau, donc à tricher pour avoir le baccalauréat, parce que le bac c'était un mystère, à tricher pour avoir tous les diplômes dont ils voulaient. Et donc aujourd'hui, à même tricher pour entrer à l'ENI. Et donc aujourd'hui, on ne suscite pas les passions parce que on a tellement verrouillé, on a pris le savoir en otage, on a verrouillé le système éducatif en donnant l'illusion d'une école républicaine sur la base du nombre d'élèves qui entraient à l'école. On n'oublie pas aujourd'hui que le Gabon est l'un des pays en Afrique subsaharienne qui a le taux de scolarité le plus élevé et paradoxalement le taux d'échec le plus élevé. C'est un paradoxe. Mais ça s'explique tout simplement parce que les politiques n'ont pas suivi. Les politiques ont voulu jouer, on va dire quoi, la carte du pays qui ouvre l'école à tout le monde. Mais à quelle fin? Aucun domaine de notre pays ne fonctionne. Parce on était même incapable d'adapter nos savoirs scolaires à nos réalités. On était incapable de faire en sorte que cette école soit plus ou moins équitable et non égalitaire, mais vraiment équitable. Ali Bongo, lui, quand il va venir en 2009, en 2010, il va lancer les États généraux de l'éducation et de la formation, qui visaient à refonder l'école gabonaise. L'âge de l'obligation scolaire passe de 3 ans à 16 ans. À l'époque d'Omar, c'était de 6 ans à 16 ans. Donc, lui va même revoir l'âge de l'obligation scolaire en disant il faut les envoyer plus jeunes à l'école. Mais pour les envoyer plus jeunes à l'école, il faut effectivement mettre en place des politiques. Quand on va lire la loi, par exemple, 21/2011 dans son article 27, on nous dit que dans une école primaire, je vais m'aller loin, dans une école pré-primaire, l'article 25 de la loi, on nous dit que dans une école pré-primaire, on doit avoir au moins 3 salles de cours, une salle d'éveil scientifique, un préau, une salle de classe destinée à l'immersion aux technologies de l'information et de la communication, un laboratoire de langue, un atelier polyvalent, des logements pour l'équipe dirigeante et tout ça, des aires de jeu, des toilettes, un service social, une infirmerie, une salle de repos, une cantine scolaire. Quand on vous dit que dans une école pré-primaire, c'est-à-dire à partir de l'âge de 3 ans,
Un enfant doit être déjà en contact avec une salle d'éveil scientifique. C'est pour susciter les vocations. Parce que c'est dès la prime enfance que si on veut que l'enfant soit médecin, on commence à mettre l'enfant devant docteur Lapeluche. C'est pas un enfant de 27 ans qui a crapahuté pour avoir le bac D, qui va maintenant aller au CUS et puis va faire la médecine avec passion. Non. C'est dès la prime enfance qu'on doit mettre l'enfant dans les conditions, et on va dire quoi? Dans les conditions matérielles et structurelles pour qu'il intègre déjà ces structures fondamentales-là. Et là, il fera le travail de médecine, il fera la médecine avec passion parce qu'il aura déjà intégré. C'est dans la prime enfance qu'il faut déjà intégrer, oui encore, que l'enfant soit déjà en totale immersion avec les nouvelles technologies de l'information. Donc, c'est pas en terminale que l'enfant va aller découvrir l'ordinateur. C'est dès la prime enfance que l'enfant doit déjà découvrir c'est quoi un clavier, c'est quoi ceci, c'est quoi cela. Comme ça, il intègre déjà ça dans ses chaînes d'habitus. Et on appelle ça comment? Ça suscite des vocations plus tard parce que l'enfant aura déjà été, dès sa prime enfance, mis en contact avec ces outils-là. C'est pas quand il est grand qu'il vient découvrir ça. D'accord? Mais ça, il faut les moyens. Et il faut travailler avec les entreprises en place. Parce qu'une école, ça se pense sur une volonté politique d'abord. Qu'est-ce qu'on veut réellement transmettre à ces apprenants-là? Et quel type d'intellectuel, ou du moins, quel type de Gabonais on veut avoir? Quand il passe par l'école, qu'est-ce que la société attend de lui? Est-ce que la société attend de lui qu'il soit un garbardeur de diplôme qui ne peut pas servir, ou bien la société attend de lui qu'il rende ce que la société lui a donné? Or, notre école, malheureusement, est une école pour échouer, puisque on veut former des diplômés, mais on ne veut pas former des gens qui sont capables d'impulser une dynamique de développement. Et même dans la même loi 21/2011, on vous dit déjà ce qu'il faut trouver dans une école pré-primaire. Malheureusement, ce qui s'est passé avec la politique éducative mise en place par Ali Bongo, qui était en réalité basée sur les 3 piliers de l'économie gabonaise, Gabon des services, Gabon industriel, Gabon, l'autre Gabon, là j'ai oublié, ça fait longtemps, rappelez-moi si vous connaissez, c'est qu'on s'est heurté à un problème de moyens, à un problème d'infrastructure. Quand on va aux États généraux de l'éducation en 2010, on se rend compte que plus de la moitié des gens qui sortaient du système éducatif gabonais étaient déjà en situation de retard scolaire par rapport à la norme d'âge. On dit que l'école moyenne, c'est jusqu'à 16 ans. L'école moyenne, c'est quoi? L'école moyenne, c'est le BEPC. C'est-à-dire que le Gabonais le plus maboule, ou du moins le Gabonais qui n'a pas fait l'école dans sa vie, là, doit au moins avoir le BPC. Et cette école moyenne, normalement, méritait d'être restructurée. Plus qu'on se retrouvait de plus en plus avec des enfants en situation de retard scolaire, il fallait pas que ces enfants-là se retrouvent dans la rue. À partir de ce moment, la restructuration de l'école moyenne ne passait que par la professionnalisation du premier cycle de l'enseignement secondaire. Donc, il fallait créer le maximum d'écoles professionnelles ou de collèges d'enseignement professionnel, industriel et technologique. Ce qu'on n'a pas su faire, on a créé quelques établissements par-ci et là, notamment le complexe scolaire de Bikele, qui était censé être un complexe scolaire qui devait abriter à la fois un collège d'enseignement industriel, un collège d'enseignement professionnel et un collège d'enseignement technologique. Voilà, parce que technologie, industrielle et professionnelle, c'est pas la même chose. Ce sont des domaines de formation bien spécifiques. Et aux États généraux de l'éducation, c'est ce qui avait été préconisé. Qu'on refonde d'abord même l'école moyenne pour la simple et bonne raison que le Gabon avait besoin et a toujours besoin dans l'immédiat de cette main-d'œuvre-là. Technique, professionnelle et industrielle. C'est vrai qu'on a besoin de la main-d'œuvre intellectuelle, notamment les chercheurs et tout ça là. Mais même là, la recherche doit être ciblée. On ne peut pas concevoir que au Gabon, il y a encore des gens qui partent écrire les thèses sur la circoncision chez les Batéké. C'est pas possible. Il y a déjà beaucoup de thèses là-dessus. On a compris. Mais là, dans l'urgence là, quel est le domaine de recherche où il faut le plus s'appuyer? C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas une affaire d'aller, parce que je suis sociologue de l'éducation et puis ou sociologue de la famille, je vais encore aller travailler sur les questions de l'accouchement en 1800, je ne sais pas combien, chez les Batéké. Non.
C'est pas ça. C'est que, à l'heure actuelle, quelle est l'urgence? La recherche doit être ciblée comme dans les pays des autres. Quand il y a un problème qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, comme par exemple la question du foncier, ou par exemple la question de la nationalité au Gabon, à partir de cet instant-là, il faut que les chercheurs se pointent sur cette question. Pourquoi autant de débats sur la question de la nationalité? Qu'est-ce qui pose problème? Et là, on va chercher, on ne part pas chercher pour chercher juste parce qu'il faut écrire une thèse. On part chercher parce que l'objectif de la recherche, c'est de faire avancer à la fois la science et la société. Donc, il faut impérativement que cette recherche soit ciblée pour nous permettre de faire avancer la société. J'ai dit un peu des choses de façon ramassée comme ça parce que le sujet est trop vaste. On rentrera dans certaines spécificités si vous voulez, parce qu'il y a beaucoup de choses à discuter, la question de l'échec scolaire, la question de la baisse de niveau. En ce qui concerne la baisse de niveau, je ne me prononce jamais sur ces questions. Esther, effectivement, c'est ça. C'est comme je l'ai dit que ce sujet-là a commencé hier, donc on va en débattre jusqu'à dimanche. Donc ce sera à l'actualité de la semaine en fait. Donc c'est comme tu dis, pour le moment il est vaste, on va sortir des thématiques, des spécificités comme vous venez de dire et comme ça on va mieux en discuter en fait. Voilà, donc j'aimerais chuter en disant ceci. Alors, en tant que sociologue de l'éducation, je ne partage pas, vraiment je ne partage pas de façon objective la question de la baisse de niveau. Parce que pour qu'un niveau baisse, il faut d'abord qu'on nous dise, qu'on définisse c'est quoi le niveau. Donc la question de la baisse de niveau, ça c'est ce que pour les gens, les profanes, ils ont raison de dire il y a une baisse de niveau. Pour moi, sociologue d'éducation, je ne peux pas parler de baisse de niveau parce que tout part d'abord de la politique éducative qu'on a mis en place. Je comprends que certains disent oui, les enfants aujourd'hui ne savent plus écrire, les enfants aujourd'hui ne savent plus faire ceci. Mais si les enfants aujourd'hui ne savent plus écrire, c'est pas parce qu'il y a une baisse de niveau. Si les enfants aujourd'hui ne savent plus écrire, c'est parce qu'il y a une politique éducative qui a participé à ça. Cette politique éducative, on appelle l'APC, l'approche par les compétences de base. On ne peut pas utiliser comme outil pédagogique l'approche par... j'ai juste oublié le nom de l'approche. Et puis, pour aller évaluer, on utilise la grille de l'APC. C'est pas possible. L'approche par les compétences veut dire quoi? L'approche par les compétences veut dire que on doit utiliser à la fois les outils de cette approche. Déjà, c'est une approche qui coûte cher. On ne peut pas faire une éducation sans argent. Je le dis toujours et je le répète. On ne peut pas faire l'école sans les moyens parce que l'école demande les moyens. Voilà, l'approche par objectif. Merci, Raphaël. L'approche par objectif, c'est que on dit à la fin de la journée, l'enfant doit être capable d'écrire A. À la fin de la journée, l'enfant doit être incapable d'identifier et d'écrire correctement les 3 couleurs du Gabon. Ça, c'est approche par les 3 couleurs du drapeau gabonais. Ça, c'est approche par objectif. Or, l'approche par compétence dit que l'enfant doit être capable de montrer ses compétences. L'enseignant doit être capable d'identifier les compétences de l'enfant. Donc, quand on apprend à l'enfant que le drapeau gabonais a 3 couleurs, c'est le vert, c'est le jaune, c'est le bleu, il a intégré ça. Quand on va lui poser la question, le drapeau gabonais a 3 couleurs, il va dire le drapeau gabonais a 3 couleurs, vert, jaune, bleu. Peu importe comment il a écrit vert, peu importe comment il a écrit bleu, peu importe comment il a écrit jaune, la grille d'évaluation de l'APC dit qu'on corrige la compétence. La compétence, c'est que l'enfant connaît au moins que le drapeau gabonais a 3 couleurs, c'est vert, jaune, bleu. On lui donne la totalité des points. On n'enlève pas. Nous qui avons appris dans l'approche par objectif, même si tu avais trouvé les 3 couleurs, tu perdais des points parce que tu avais mal écrit. Or là, ce qu'on veut vérifier ici, c'est la compétence, donc on corrige l'intention. Ça, c'est la grille d'évaluation de l'APC. À partir du moment où il y a une inadéquation entre la méthode pédagogique d'apprentissage et la grille d'évaluation, mais l'enfant, on a évalué ses compétences. Il nous a dit que le drapeau gabonais a 3 couleurs. Même s'il ne connaît pas comment on écrit les 3 couleurs là, mais on sait. Il sait que le drapeau gabonais a 3 couleurs. Voici pourquoi je ne peux pas me prononcer sur la question de la baisse de niveau de façon scientifique et objective. Parce que les raisons que j'ai évoquées ici montrent qu'il y a un paradoxe, il y a quelque chose qui ne va pas. Et il faut corriger ça. On applique la méthode APC du début à la fin, c'est-à-dire on donne les outils pédagogiques parce que l'APC, c'est les outils.
c'est le matériel didactique. C'est-à-dire que depuis le primaire, là, si on doit montrer à l'enfant le drapeau gabonais, l'enseignant doit venir avec le drapeau là en classe. Si on doit apprendre l'enfant le Gabon, les 9 provinces du Gabon, l'enseignant doit venir avec la carte du Gabon. Même en puzzle, chacun va avoir sa carte du Gabon et tout ça. C'est une affaire d'outils. D'outils que l'enfant doit être capable de manipuler, d'observer. C'est-à-dire que quand on montre même les fleuves là, l'enfant doit être capable de savoir que bon, le Goué, et c'est un peu boueux, c'est un peu rose ou bien un peu rouge. Le Goué maritime, Port-Gentil, l'eau est un peu bleue. L'enfant doit être capable d'identifier ça. Et il faut amener les outils pédagogiques qui vont avec. Parce que l'APC, c'est une affaire d'outils. C'est pas une affaire de théorie où on vient seulement dire à l'enfant a 3 couleurs, le drapeau gabonais a 3 couleurs. Et il n'a même jamais vu le drapeau là. On dessine ça au tableau. Non, il doit être capable de voir ce drapeau, de le toucher. C'est pareil avec les cartes, les machins, les outils et tout ça là. Donc, toutes les matières, même en littérature. Même en lettres, quand on apprend à l'enfant, doit être capable d'apporter des outils. C'est le travail des ingénieurs de la formation que de créer des outils pédagogiques pour permettre de transformer le savoir qui était savant en savoir scolaire en fonction effectivement de la tranche d'âge. C'est-à-dire que l'outil que je vais utiliser au primaire pour expliquer à l'enfant la carte du Gabon, bien la superficie du Gabon, les cours d'eau et autres là, c'est pas le même outil que je vais utiliser pour faire le même cours en 3e quand on va toujours parler du Gabon en 3e. Ainsi de suite. Voici pourquoi la baisse des niveaux là, je préfère dire il n'y a pas de baisse de niveau. Merci. Ok, merci Esther Chapeau pour ton intervention. Franchement, c'est bien, c'est bien. On a commencé hier et on va terminer sur cet aspect-là dimanche, sur cette grande problématique-là. C'est bien, c'est bien. J'ai beaucoup appris venant de la brillante lecture que tu as faite. Donc, on continue. Avant de remettre la parole aux personnes qui ont... des ministres, vous allez voir, on termine les nominations dans les établissements publics. Après, on prend les ordres confessionnels. Vous ne verrez jamais la nomination du lycée Mère Jean Gabriel. Vous ne verrez jamais la nomination du lycée du collège des Rois Mages. Vous ne verrez jamais là-dedans la nomination du collège Saint-André des 3 quartiers. Vous allez voir la nomination du proviseur des Immaculés, de Kouaben, de Bessieux, d'Angol, du lycée Jésus-Marie ou de Mindik. Mais jamais ces établissements-là. Et voilà pourquoi, effectivement, lorsqu'on donne la subvention de l'État, il y a toujours eu des mécontents. Dans notre ordre d'enseignement, on se demande toujours où va la subvention de l'État. Effectivement, c'est souvent détourné. Et c'est ce qui a expliqué, depuis, je crois, 1 an ou 2 ans, l'État a demandé aux établissements catholiques et les établissements confessionnels de faire des conseils d'administration et d'envoyer les rapports sur l'utilisation des subventions de l'État, parce que l'État avait dit effectivement que vous gérez les frais de scolarité, vous gérez vous-même votre personnel, vous faites des nominations, nous on confirme. Comme ce sont des fonctionnaires, nous donnons aussi des primes de fonction à vos différents proviseurs, parce qu'on a accepté de verser des salaires à ces Gabonais. Mais nous ne contrôlons pas vos finances, et c'est encore à l'État de donner des subventions pour vos établissements. Eh bien, nous on doit voir clair comment vous utilisez l'argent public que l'État vous donne. Et à un moment donné, ça a fait des problèmes parce que lorsque l'État vient souvent voir la qualité des bâtiments, eh bien, ça laisse à désirer, surtout chez les protestants, parce que lorsque vous allez regarder le lycée d'Omfoul, ceux qui ont connu le lycée d'Omfoul dans les années 80 ou 70, c'est toujours la même chose jusqu'aujourd'hui. Donc, effectivement, c'est pour confirmer ce qu'Esther disait, qu'il y a effectivement 2 réseaux dans l'enseignement catholique. Et c'est même plus grave. C'est même plus grave parce que nous avons appris que ça risque de faire l'objet plus tard d'un soulèvement dans l'enseignement catholique. Parce que nous avons appris que le Saint-Siège envoie des subventions pour les enseignants catholiques sous forme de primes. Parce que lorsque nous sommes enseignants... C'est dans l'accord cadre. Le Saint-Siège, l'église catholique au Gabon, l'école catholique au Gabon est subventionnée par le Saint-Siège. Comme on appelle ça comment?
les musulmans qui sont aussi subventionnés par la banque islamique. J'ai tous les textes. Je vous dis que quand je suis partie, je ne me suis pas amusée. Il y en a qui voulaient cacher les documents là-bas. Je faisais ma mine des petites filles. Sinon, ma thèse, on va pas me retrouver. Je vais expliquer quoi au blanc, machin. On me donnait quand même les papiers. Et même les documents qu'on m'a donnés, on m'a demandé de ne pas les divulguer. Voilà. Et vous voyez, ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, que les gens cachent des documents. Parce que vous ne verrez pas dans l'enseignement catholique 20 enseignants sur la totalité du territoire national. Vous ne verrez pas 20 qui ont ces textes-là. Vous ne verrez pas. En fait, au Gabon, les textes, la législation, est comme si quelqu'un gardait la relique de son grand-parent. Ok, Dinfis, on va d'abord remettre la parole à M. Traoré. On ne sait pas ce qu'il est venu faire. On va un peu l'écouter. Monsieur Traoré, bonsoir monsieur. Vous avez la parole. Ouvrez votre micro. Bienvenue sur Diaspo TV Gabon. Là, nous parlons. Oui, le texte, non. Je peux vous dire qu'Esther ne ment pas. Il ne raconte pas des histoires. Non, toi, tu as la source, Esther. Tu as la source. Je vais faire ma Donc, caméra. Esther, je veux... Quand tu arrives au Gabon, le Gabonais va t'épouser. Hein. Tu seras ministre de l'Éducation nationale, lui sera Premier ministre. En plus, les deux ont les lunettes. Et on voit les textes, c'est vrai. Tu ne parles pas n'importe quoi, Esther. Ce n'est pas pour rien que je te garde ici de 11h jusqu'à 24h. C'est parce que tu es... Parce que tu as la source. Oh, Esther est partie où? Le Gabonais l'a fait fuir. Par exemple. Ce que je disais que le problème, la question n'est pas d'abord même d'avoir accès au texte. La question est que quand on forme les gens dans un domaine, la première chose, c'est-à-dire les premiers éléments avant de vous former dans les machins, c'est d'abord des questions de législation. Je ne sais pas si dans les autres ministères ça se passe comme ça, mais c'est d'abord des questions de législation. Donc on a eu accès au texte ou pas. Il y a tout un enseignement sur la législation. Qu'on ait eu accès au texte ou pas. Moi j'ai fait sociologie de l'éducation. Et en licence 3, second semestre, premier séminaire même, c'est la législation scolaire au Gabon. On doit être capable de connaître quel est le texte qui régit l'organisation de l'enseignement, quel est le texte qui régit l'organisation de l'enseignement privé, l'organisation de l'enseignement public, l'organisation de l'enseignement confessionnel, le régime des bourses, des machins, des trucs comme ça. Qu'on soit enseignant du primaire, du secondaire ou même de l'enseignement supérieur, on ne peut pas ne pas voir cette matière-là, la législation scolaire. Parce que tout part d'abord de la législation, avant de venir même sur les machins. Même si vous n'avez pas accès au texte, il est inadmissible qu'on ait un enseignant sur le panel qui ne peut même pas nous dire que non, l'éducation au Gabon est régie par la loi 21/2011. C'est un scandale, même s'il n'a jamais vu la loi. Mais au moins, vous enseigne ça. Est-ce que tu vois un peu? Maintenant, avoir accès, c'est différent. Par exemple, la loi 21/2011, c'est pas seulement les enseignants qui doivent avoir accès à ça. Les parents d'élèves doivent avoir accès à ça via l'association des parents d'élèves. Moi, j'avais posé la question aux enseignants, par exemple, aux parents d'élèves, puisque j'ai travaillé avec eux, quel est le texte qui régit l'association des parents d'élèves au Gabon. Beaucoup ne savaient même pas. Mais le rôle de l'association des parents d'élèves, c'est quoi? Vous ne savez même pas quand et où vous devez intervenir. Mais il y a tout un texte qui régit le rôle des organisations, des enseignements, des associations des parents d'élèves. C'est toute une institution, l'association des parents d'élèves. Puisqu'on est là jusqu'à dimanche. Demain, peut-être, ou bien même dimanche, je viendrai quand même parler du rôle de l'association des parents d'élèves. Parce que c'est régi par un texte. Oui. Ils interviennent dans quoi? Ils font quoi? Quelle est leur plus-value? Ou du moins,
Quel est leur champ d'intervention? Est-ce que vous savez que les parents d'élèves, via son association et via, par exemple, le président de l'association, les autres membres du bureau, sont habilités à assister au conseil de discipline? Vous savez ça? Ah, moi je ne le savais pas. Si, Parce moi que je le c'est sais, ça. puisque je fais ça. Voilà, c'est parce que c'est ça aussi. Et c'est ça le rôle justement des associations des parents d'élèves. Le rôle des associations des parents d'élèves, c'est être capable de savoir jusqu'où nous on intervient. Parce qu'on a un rôle à jouer en tant que parents d'élèves. Et je crois qu'on avait eu un live là-dessus où les parents d'élèves sont montés sur les panels, ils ont commencé à crier. J'ai dit, moi j'ai un problème. En tant que parent, chaque parent doit être capable de savoir jusqu'où il intervient. L'association des parents d'élèves, c'est pas un mouvement du business, hein, ou bien un mouvement de l'ambiance, hein. C'est régi par un texte. Je n'ai pas le texte sous les yeux, mais dès que j'aurai le texte sous les yeux, je vous lirai le texte. Parce que ça aussi, je l'ai. Je vous donnerai même le numéro de la loi et tout. C'est même une loi, au risque de me tromper. C'est même pas un décret, c'est même une loi. Qui a été même révisée en 2010, je crois. Après les états généraux. Ça a été révisé. Combien de parents? C'est-à-dire que nous, il faut sensibiliser tout le monde. La question de l'éducation, hein. Vous savez, mettre un enfant à l'école, c'est pas aller le déposer au portail de l'école et puis lui dire débrouille-toi. Surtout là où on a quand même des parents qui, entre griffes, sont allés à l'école. Et j'avais eu une confrontation avec un parent sur le panel qui m'avait traité d'hautaine alors que le niveau intellectuel qu'il avait ne lui permettait pas d'ignorer que l'association des... Et il était membre de l'association des parents d'élèves. Mais il ne savait même pas que c'était régi par un texte. Et que Attends, quand Esther, oui. j'ai une question. Parce que je viens de voir un commentaire là, je sais pas. Attends. Je sais pas, quand j'étais au pays, quand j'étais au Gabon, ça n'existait pas. Je viens de voir un commentaire que lorsque vous allez inscrire vos enfants, vous payez aussi 5 000 francs aux parents d'élèves. Hein, Oui, l'association des parents d'élèves. À l'association, oui. Ah bon? C'était 2000, maintenant ils ont mis ça à 6 000. Ça sert à quoi? Mais ça sert à faire quoi? Parce que quel est le rôle de l'association des parents d'élèves? Ils interviennent donc quoi exactement? Vous savez, l'entretien des... On va parler de ça demain. Oui, on va parler de ça demain. On va parler de ça demain. C'est parce que j'ai le texte, mais c'est dans mes affaires. Il faut que je le retrouve. Est-ce que tu vois? 5 000 francs, donc ça veut dire que l'établissement c'est le premier ou bien c'est le secondaire? Le primaire, je crois, c'est 2 000. Le secondaire, je crois qu'ils ont mis ça à 5 000. Après, le problème, c'est que chaque établissement fait aussi dans la marmaille, dans la magouille. Voilà, c'est la loi 3562 du 10 décembre 1962 qui propose le statut type des associations des parents d'élèves. On dit quoi? On dit qu'ils interviennent dans quoi? L'information des parents dans tous les domaines de la vie scolaire et notamment sur le règlement intérieur, la discipline et l'administration, la participation aux activités des associations, des établissements ou des coopératives, la prévention du développement et de la délinquance juvénile, la protection et le respect du patrimoine de l'établissement, le transport scolaire, les conditions de travail scolaire en dehors des cours, la sensibilisation au suivi du travail scolaire, l'équipement et la gestion des bibliothèques ou des centres de documentation et d'information, la création d'équipements et la mise à disposition d'aires destinées à la pratique du sport, des jeux, des activités, des loisirs, la défense devant les instances compétentes des intérêts de l'établissement, de ses élèves et de ses agents sur le plan matériel, professionnel et moraux. Loi 35/62 du 10 décembre 1962. Ça veut dire que quand les enseignants font la grève là, quand les enseignants font la grève, non, ils grèvent parce que les structures d'accueil, l'association des parents d'élèves devrait les soutenir. Parce qu'il s'agit de l'avenir de nos enfants. On pourra faire un live là-dessus. C'est vaste. Et on va faire ça demain pour les trucs là. Il y a tellement beaucoup de choses à se dire sur l'éducation là. Oh, je ne savais pas ça, Seigneur. Donc, admettons que
un lycée qui a plus de 4000 élèves, fois 5000 francs par élève. Mais ça, c'est du budget, ça. Mais c'est d'abord où ils volent aussi. Dans les associations des parents d'élèves, là, ils ont trouvé leur mangement là-bas. Wow. Mais encore que nationaliste, il y a un problème. Encore qu'il y a un problème. L'association des parents d'élèves est obligatoire dans un établissement, mais tout parent d'élève n'est pas obligé d'adhérer parce que c'est une association. Lorsque vous n'avez pas une fiche d'adhésion, vous pouvez décider de ne même pas payer parce qu'en fait, vous n'êtes pas, parce qu'il y a un problème là-dessus, hein. Il y a certains qui disent que moi, je ne suis pas membre de cette association, je n'ai pas de fiche d'adhésion. Pourquoi devrais-je payer? C'est vrai que je suis parent d'élève, mon enfant est inscrit ici. Oui, mais je ne suis pas membre de cette association. Comment je vais aller cotiser dans un parti politique où je ne suis pas membre? Madame Sandra? En fait, ils cotisent de fait. Sans même être adhérent, ils cotisent de fait. Puisque quand tu fais les frais d'écolage, tu as 5 000 de l'association des parents d'élèves, tu as machin et tout ça là. Mais bref, prenez la parole.